Bonjour Salahedine, Bonjour Mali. heureux de te retrouver après cette longue période d'absence où tu as fait des vidéos seul. On a essayé de faire des vidéos seuls, Mali. Tu les as très bien faites. Ouais, Très bien. C'était beaucoup moins confortable pour moi que les entretiens que j'ai avec toi. Je suis beaucoup plus à l'aise comme ça. En tout cas, je te remercie de revenir et reprendre nos entrevues. Avant tout, j'aimerais remercier Michael, notre monteur, sans qui tout cela ne serait pas possible. Je te remercie toi et je remercie Arnaud avec qui on va reprendre les entrevues la semaine prochaine. Alors, à partir de ce qu'on avait déjà abordé, là, on va continuer les 17 mots et concepts que les évitants comprennent différemment et qui créent pas mal de malentendus, on va dire, dans les interactions qu'ils ont avec leurs partenaires. Et là, on va aborder la question de la gestion du temps et des priorités. Et pourquoi cette notion est fondamentale? Parce que très souvent, les partenaires d'évitants sentent qu'ils n'ont pas du tout, en fait, une place centrale et ne sont pas du tout une quelconque forme de priorité dans la vie de l'évitant. C'est un peu comme si ils se sentent à la périphérie. Et j'aimerais que tu nous expliques l'origine de cette sensation que même les sécures décrivent. C'est pas juste les anxieux. C'est-à-dire que les partenaires se disent, mais dans quel genre de relation suis-je? Et il y a une forme de distance et je suis pas du tout pris en compte dans cette relation. Explique-nous la genèse et l'origine de cette sensation que les partenaires d'évitants peuvent ressentir. Ok. Écoute, Mali, donc si tu poses la question ici de la gestion du temps et des priorités chez l'évitant, effectivement, c'est une notion qui est importante. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas la prendre de manière isolée, il faut la prendre en lien avec des concepts qu'on a déjà abordés. Par exemple, le concept de liberté, d'indépendance, qui sont centrales comme valeur fondamentale chez lui, et vraiment inscrite vraiment très très tôt dans, on va dire, son identité psychologique. D'accord. Ok, parce que voilà, on va pas revenir dessus, mais donc il a eu un besoin sur lequel il n'a pas été entendu, et donc il y a une recherche chez eux qui est très importante, qui est de maintenir cet espace vital, coûte que coûte. Quel espace vital? Leur espace vital à eux. Donc c'est un espace où ils sont seuls. On parle d'espace vital, c'est-à-dire pour eux, c'est vital de garder cet espace. D'accord. Donc ils l'entendent comme quelque chose de l'instinct de conservation. Donc je dois garder cet espace pour pouvoir me maintenir. D'accord. Ou sinon je suis vulnérable, et si je suis vulnérable, je peux mourir. Façon de parler, en raccourci. Bébé, quand on a un besoin, on le ressent. Quand t'es bébé, t'as faim, tu cries, ah, j'ai faim, je pleure. Oui. Si tu veux son signal pour dire j'ai faim. Et puis généralement, tu lui donnes à manger. Quand il a mangé, il se rassasie, il se calme. Sauf qu'il n'y a pas que juste les besoins physiologiques, il y a aussi les besoins psychologiques de connexion. Et ici, en l'occurrence, comme ça n'a pas été nourri, donc il y a cette réponse qui a été donnée, qui est: je dois me débrouiller seul, je dois pouvoir garder mon espace vital seul, et je dois pouvoir me protéger de toute intrusion, immersion, etc., etc. Donc dans la gestion du temps, pour revenir à cette notion de gestion du temps, il faut l'avoir vraiment en lien avec tout ça. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que c'est pas juste, par exemple, si on est dans une gestion du temps, toi et moi, on va être dans une sorte de communication entre nous pour pouvoir dire: tiens, on fait ça, on va faire les vidéos aujourd'hui, on se donne rendez-vous, on fait un planning, on s'y tient. Bon, là, je te donne un exemple de manière générale dans la vie de tous les jours. Chez eux, non, chez eux, il y a vraiment toujours en filigrane cette potentialité de pouvoir me retrouver, ne plus être libre, ne plus être indépendant et pouvoir être vulnérable. Donc on est ici dans une sorte de gestion d'un paradoxe, c'est-à-dire en même temps on veut quelque part une chaleur relationnelle, mais en même temps on ne veut pas perdre cette indépendance et cette liberté, et c'est ce qui donne cette sensation aux partenaires qu'en fait on ne sait plus dans quoi on est, c'est ça? Tout à fait. En fait, tu as le besoin de connexion qui est un besoin primaire, et ça, le besoin de connexion, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il se réactive même avec un partenaire. Quand bien même on sait très bien que derrière, chez lui en tout cas, il peut y avoir des dysfonctionnalités dans la manière de gérer la relation. Ça, c'est le besoin de connexion. Et derrière, il y a un besoin d'indépendance, de liberté, vraiment très fortement ancré chez lui. C'est vraiment très, très fortement ancré. Mais quand je dis fortement ancré, c'est pas juste du côté intellectuel, c'est vraiment du côté profond de son être. C'est-à-dire c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on a une étude de Finney, qu'on a déjà citée, une étude très importante qui a été faite en 2008, qui montre que les évitants prennent 3 fois plus de temps que les autres styles d'attachement à se sentir en couple. C'est-à-dire, en fait, dans le rythme entre le moment où on se rencontre et au moment où on se sent en couple, il y a une sorte de décalage entre les autres styles d'attachement qui vont beaucoup plus vite qu'eux pour être en couple, qu'eux qui, finalement, veulent garder une espèce de zone grise de « on verra »,
on est en couple mais pas vraiment. Ouais. Et ça crée, si tu veux, ces malentendus chez le partenaire qui se dit, mais dans quoi suis-je exactement? Alors, on revient ici à la notion je pense, de cadre relationnel qui est quand même lié à cette gestion du temps, puisqu'en fait, le cadre relationnel est affecté par cette lenteur structurelle que propose l'évitant pour aller jusque s'engager pleinement, complètement, chez qui, ou enfin pour qui, lui, en tout cas, va ressentir cela comme une perte de liberté, une perte d'indépendance. Tu confirmes cela? Il va y avoir surtout chez lui un autre concept qu'on a déjà abordé, c'est le confort psychologique. Donc tout va partir à partir du confort psychologique, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il va s'activer dans une relation, il va y avoir le cadre relationnel. Il va y avoir le cadre relationnel, mais le cadre relationnel ne doit pas être contraignant à un point tel qu'il se retrouve étouffé, entre guillemets, ou soumis sous pression, et où son confort psychologique lui échappe. Et c'est important. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire qu'il y a une notion de contrôle chez lui qui est très importante. Très importante. Et la gestion du temps, elle peut être très bien vécue à partir du moment où il n'y a pas de contrainte, où il n'y a pas de tiens, on planifie un mariage, un engagement, je te présente la famille. Ça doit venir à une cadence que eux ont choisie. C'est eux qui doivent contrôler la dynamique relationnelle. Donc parce que toute dynamique relationnelle contraignante ferait en sorte qu'ils perdent cet espace vital dont ils ont besoin pour pouvoir se sentir en sécurité. Mais donc c'est tout à fait normal que le partenaire se sente un tout petit peu perdu, puisqu'en fait, naturellement, en tout cas dans une relation qui a pour objectif d'aller vers une construction, le partenaire veut quelque part aller dans une direction, et c'est comme si l'évitant va ralentir un maximum toutes ces étapes nécessaires à l'officialisation de la relation, ce qui va entraîner une sorte de frustration de la part des partenaires. Ah ben la dynamique dans laquelle on est dysfonctionnelle. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'ici, en l'occurrence, l'évitant part du principe qu'il est en menace, qu'il est en insécurité à partir du moment où il se mettrait trop à nu par rapport à cette notion de gestion du temps, des priorités, de pouvoir partager des projets en commun, de pouvoir être dépendant de quelqu'un, de pouvoir me dire, tiens, j'ai des comptes à rendre, tout ça, participe de cette notion de vulnérabilité chez lui qui est très importante, très inconsciemment ancrée, vraiment très, très inconsciemment ancrée. Et il y a une notion aussi, ici en l'occurrence, chez le partenaire qui est important, c'est ce besoin de connexion, ce besoin de partage, ce besoin de pouvoir se projeter ensemble, que chez l'évitant, en termes d'angle mort, il ne voit pas forcément. C'est ça. Parce qu'il est tellement autocentré sur lui, sur sa survie, entre guillemets, au nom de son confort psychologique, qui va y avoir une sorte de déni, parfois même de modification ou d'omission de certaines choses de la réalité, pour pouvoir lui être dans son confort psychologique. Et c'est là où, en parallèle, où on peut avoir quelque chose qu'on a déjà cité par ailleurs, qui est d'aller chercher les défauts justement qui peuvent le confronter ou le réconforter plutôt, dans le fait que, c'est vrai qu'on me met trop de pression, j'ai pas envie d'aller à cette cadence imposée, je veux aller à ma cadence à moi. Donc le partenaire est quelqu'un qui potentiellement est quelqu'un qui n'est pas fiable, sur lequel je peux pas compter, puisque on respecte pas ma zone de confort, mon confort psychologique. Je sais pas si je suis clair dans ce... Tu es très clair, et donc c'est-à-dire que toi, dans tous les coachings que tu fais, tous les partenaires d'évitant que tu as eus se plaignaient justement de cela, c'est-à-dire ils se plaignaient de ce flou relationnel, de cette lenteur structurelle, et ils ne savaient plus dans quoi ils étaient comme forme de relation. Parce que ce que je dis là est important, Salahadine, parce que finalement, ce que propose l'évitant poserait beaucoup moins de problèmes si le cadre relationnel est défini comme tel dès le départ. C'est-à-dire que si par exemple tu te retrouves face à quelqu'un qui te dit, écoute, moi j'ai pas envie de m'engager, je veux vraiment prendre mon temps, je suis pas du tout prêt à m'engager, je veux que les choses aillent très lentement et on verra. Tu dois pas trop t'attendre à ce que je comble tes besoins. Bref, si la couleur était annoncée d'une manière très claire, les partenaires pourraient savoir un peu à quoi ils ont affaire. C'est-à-dire que le problème vient de ce décalage entre cette première phase de relation où l'évitant justement rentre en relation d'une manière très enthousiaste et ce retrait soudain, ou ce retrait où justement cette froideur et ce chaud-froid s'installent, et cela crée pas mal de problèmes chez les partenaires. Est-ce que c'est ce que tu as entendu de la part des partenaires d'évitant en coaching?
C'est ce qu'on entend du côté des partenaires des évitants en coaching, c'est ce qu'on lit dans la littérature en lien avec les styles d'attachement. Là, ce que tu viens de dire, c'est une clarification du cadre relationnel. Donc, entendons-nous, Mali, si à un moment donné, tu te mets avec quelqu'un et tu dis les choses comme tu viens de les dire. Donc, c'est-à-dire, voilà, moi, je veux les choses de telle manière. Est-ce que tu es OK, pas OK avec? Carrément, le problème. Les choses ne sont pas nommées comme ça. C'est ça. Du côté de l'évitant comme du côté de l'anxieux. C'est ça. Du côté de l'évitant, il va pas nommer les choses, et du côté de l'anxieux, il va se suradapter pour pouvoir être à l'aise et pouvoir mettre à l'aise aussi le partenaire. Donc, on va être dans quelque chose qui n'est pas forcément ça, puisque dans les deux cas, on va réprimer certains besoins. En fait, il faut savoir que ces besoins d'espace vital, il va rester quasi inscrit dans ce qu'a un évitant. Un évitant ne va pas changer fondamentalement et du jour au lendemain, il va se dire, tiens, je vais être dans l'ouverture la plus totale, je vais me montrer vulnérable. C'est quelque chose de profondément ancré, comme cette recherche de connexion à tout prix et cette suradaptation dans la relation qui va poser problème par la suite chez les partenaires des évitants, justement, est aussi quelque chose qui est important puisque c'est le besoin de connexion et tout ce qu'on suit. Les personnes qui s'en sortent le mieux dans la littérature, en tout cas parce que les gens qui viennent généralement en coaching, c'est des personnes qui souffrent, c'est les personnes qui, dès le départ, mettent un cadre de communication clair en disant, voilà, quels sont mes besoins. J'ai besoin qu'ils soient nourris dans cette relation. Si c'est pas le cas, ils partent. Là, récemment, j'ai eu un coaching justement avec une personne qui était plutôt anxieuse et qui a entamé une relation justement avec un évitant. Et ce qui était intéressant dans le coaching, c'est qu'à un moment donné, elle va dire, tiens, j'ai besoin d'être dans la maternité, dans un projet de maternité. Et comme la personne n'a pas été claire au début, en tout cas, oui, on verra. Ça, c'est la question, ça c'est important. C'est souvent ce qu'ils vont vous donner, on verra, parce qu'ils ont du mal à se projeter sur le long terme, on verra. Ne mets pas la pression tout de suite. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, quand un partenaire vient chez un évitant et lui dit, tiens, je voudrais structurer nos projets, je voudrais avoir une idée très claire, lui, il le voit comme une pression, hein, clairement. Et donc, ici, en l'occurrence, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour revenir à l'exemple, c'est qu'à un moment donné, elle est revenue à la charge par rapport à la personne, elle lui dit, qu'en est-il par rapport à cette question de projet de maternité? Il a été beaucoup plus flou et elle a arrêté la relation. C'est ça. Et le fait qu'elle arrête la relation, et ça, je l'ai quand même noté, c'est important de pouvoir justement mettre le haut là quand on sent que ses besoins ne sont pas nourris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tes besoins sont clairement identifiés et que tu sais que le partenaire n'est pas en capacité de nourrir ses besoins, arrête la relation. C'est ça. Donc tu veux dire que le fait de mettre des limites est fondamental en fait. Fondamental. Surtout avec... Qu'est-ce que font mieux les sécures? En tout cas, c'est pas moi qui le dis, c'est aussi, je l'observe, mais c'est surtout dans la littérature, c'est qu'ils savent mettre des limites dès le départ. Ils savent entrevoir le côté dysfonctionnel que propose la relation. Là où malheureusement, certaines personnes avec un style d'attachement beaucoup plus anxieux sont tellement dans la recherche de la connexion, de la validation, qu'ils vont aller dans la suradaptation, et puis ça va amener à de la suragitation, et puis ça peut amener à de l'agressivité. Voilà. Mais donc ça veut dire que tous les partenaires d'évitant, s'ils restent dans cette relation qui finalement est contrôlée par la dynamique relationnelle que l'évitant impose, te parle d'une forme de frustration chronique. Frustration, il va y avoir frustration, ça c'est d'office. C'est ça. Donc ça augmente en fait les frustrations des partenaires, sauf les partenaires peut-être à qui ça arrange d'avoir cette relation un peu à distance, et donc des partenaires qui eux-mêmes ne cherchent pas nécessairement une relation. Bien sûr, si tu es sur allez, on va donner un exemple, hein, quelqu'un qui peut être dans une logique de manipulation, et ça lui intéresse très bien que la personne reste à distance, qu'elle la voit de temps en temps, ou ça peut être même une relation qui a été consentie comme ça, c'est pas forcément une logique de manipulation derrière. C'est ça. Mais moi, j'ai déjà eu des témoignages où les personnes se sont retrouvées, des évitants, avec des personnes à qui ça arrangeait en fait cette cadence, à qui ça arrangeait le fait de pas avoir de projet. Mais alors c'est un cadre relationnel différent. C'est plus une relation qui a pour objectif une construction quelconque. C'est juste. On peut la qualifier comme on veut, mais voilà. Si les besoins des uns et des autres se retrouvent, là on est dans un truc beaucoup plus équilibré. Hein. Et puis si tu mets pas de pression
sur l'évitant. L'évitant, il a tout bon, lui. Hein. Ah, il est à l'aise. Mais il sent, en fait... Pourquoi? Parce que là, ici, en l'occurrence, excuse-moi, Mali, là, tu es vraiment dans l'alimentation de, justement, son confort psychologique. C'est ça. Ce qui a un leurre en soi. Parce que la relation saine, c'est une relation de partage. C'est une relation où tu fais des compromis, tu fais des compromis, il y a des réciprocités. Des réciprocités, effectivement. Et c'est pas juste, je vais dans mon sens, dans ma zone de confort, et je vais pas aller plus que ce que ma zone de confort me permet. C'est ça. Mais donc, globalement, ici, comment est-ce qu'un partenaire d'évitant pourrait faire prendre conscience à l'évitant que s'il est très périphérique dans la relation, c'est plus vraiment une relation, c'est plus vraiment en fait une relation basée sur la réciprocité, parce que si le partenaire rentre dans une logique de réciprocité, il resterait plus grand-chose de la relation. Comment est-ce que tu fais prendre conscience éventuellement à l'évitant du besoin de réciprocité nécessaire pour que la relation soit saine? Le besoin de réciprocité, il n'est pas juste du côté de l'évitant, il est du côté des deux côtés. C'est important. Je vais le répéter et c'est important que les personnes qui nous écoutent l'entendent. Chacun a des besoins. Le but, c'est de pouvoir répondre aux besoins réciproques en étant dans une sorte d'équilibre qui soit sain. Pas je vais aller juste tirer de mon côté et je ne veux pas voir de l'autre côté ce qui se passe. Et vice-versa. Donc, c'est-à-dire que si tu es dans une relation de couple, par exemple avec un évitant, il faut reconnaître, il faut juste accepter que le fait de venir avec une charge émotionnelle trop élevée dès le départ, ça peut faire fuir la personne ou l'enfermer dans quelque chose qui, toi, peut te sembler pas normal, mais pour lui, ça peut être quelque chose de normal. C'est-à-dire vraiment, il faut comprendre cette notion d'espace vital comme étant centrale chez l'évitant, comme besoin. Comme il faut comprendre que le besoin de connexion, c'est quelque chose de vital chez le style anxieux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir créer une sorte de configuration qui permette de répondre aux besoins réciproques des deux et en y allant. Là, tu parles essentiellement des anxieux, mais là où j'ai quand même un problème avec cette explication, c'est pas pour te contredire, c'est l'idée même de réciprocité qui est quand même basée sur le fait de considérer l'autre comme un sujet. Et donc, tu as commencé ton entrevue en me disant qu'ils sont très auto-centrés. Oui, à partir du moment où tu es très auto-centré, le besoin de l'autre ou les besoins de l'autre ne deviennent plus du tout pour toi une préoccupation. C'était ta question, c'est de dire comment tu arrives à ça. Voilà, donc comment... il faut entendre, donc j'allais développer. Donc ok, excuse-moi. Tu entends d'abord qu'il y a des besoins de base. Des besoins sur lesquels tu ne peux pas venir éliminer ces besoins. Le fait d'avoir ces besoins où ils se retrouvent, c'est important. Deuxièmement, il faut entendre que les personnes, pour aller vers quelque chose de nouveau, ils doivent souvent être en sécurité par rapport à leur propre identité et amener l'autre à un changement progressif et une prise en compte du besoin de l'autre dans son équation relationnelle avec l'autre. C'est-à-dire que j'ai pas juste... Par exemple, je donne un exemple. L'évitant peut être très présent physiquement et très peu émotionnellement. Okay. Donc, il va être, par exemple, utile, on l'a déjà dit dans des précédentes vidéos, il va être présent pour dire « je suis là », mais émotionnellement, dire, par exemple, même lui-même, ce qui peut l'avoir dérangé durant la journée, il ne va pas le dire naturellement. Le fait de pouvoir écouter ce que l'autre a à dire au niveau de ce qu'il ressent émotionnellement, il est vraiment très inconfortable avec ça, il ne va pas le faire naturellement. Donc, il y a des choses à mettre en place, des routines à mettre en place pour pouvoir faire en sorte que le cadre de communication devienne de plus en plus équilibré. Mais ça, c'est un apprentissage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne qui est le partenaire de l'évitant doit entendre que ça va se faire progressivement et l'évitant doit entendre que la personne en a besoin. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester auto-centré comme tu le dis. Il doit pouvoir faire un effort et comprendre que l'autre a besoin de cette connexion affective, sentimentale, émotionnelle. Il ne peut pas juste dire non, moi je sens ça comme une pression. Non, c'est un besoin légitime. Oui, mais c'est très compliqué parce que bon, ici on a une étude en neurosciences qui date de 2010, qui a été faite par Lucis et on va dire et son équipe, qui montre que les évitants présentent une activation accrue de l'amygdale face aux demandes de planification interprétées comme des intrusions. C'est-à-dire en fait, le problème c'est que dans toute relation, confirme ce que je te dis. Oui, tout à fait. C'est l'espace vital. Il voit ça comme quelque chose qui a un danger. Oui, mais c'est compliqué parce que si tu es en relation, inévitablement ton partenaire va vouloir savoir
où va cette relation. C'est-à-dire Tout que à c'est une demande légitime des partenaires, indépendamment des anxieux. Tout à fait. Hein? Mais tu vois, ce que tu cites comme, étude est très intéressante parce qu'il parle d'amygdale, donc c'est-à-dire vraiment qu'ils se sentent en danger. Oui, Et donc quand tu leur demandes, c'est ça qui fait qu'ils se referment davantage et qui peuvent effectivement causer une relation, disparaître du jour au lendemain. D'où l'intérêt, vraiment d'où l'intérêt de sortir de sa carte du monde. Parce que en fait, c'est légitime de demander une réciprocité, mais il y a la manière de le demander. Il faut comprendre, si on part du postulat qu'on veut rester en relation avec quelqu'un qui dit faire des efforts, donc qui dit déjà, dans un premier temps, effectivement, il y a quelque chose chez moi qui n'est pas normal dans ce que je fais et ce que je propose. Donc il y a déjà cette prise de conscience. Parce que si tu es face à un évitant dédaigneux sévère qui te dit, moi, tu sais, j'ai rien à me reprocher, c'est toi qui es faible et si t'es pas content, toutes ces demandes, c'est trop. c'est trop. Là, on est d'accord qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. Ok. Maintenant, même ce type de profils peuvent se remettre en question. Mais bon, c'est un peu plus dur. Bon, donc partons du postulat que ce profil se remet en question. Et bien effectivement, c'est ce que ça dit ici, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rééducation à avoir, une sorte de recadrage de certaines croyances. Et tu reformates complètement la croyance. Et c'est justement, c'est ça le truc, c'est qu'il faut y aller tout doucement. Il faut accepter parfois cette phase de frustration au départ, que la personne se dise, tiens, pour moi, c'est normal de donner mes sentiments et mes émotions. C'est normal de pouvoir me livrer, c'est normal de pouvoir être dans l'intimité avec les personnes. Chez eux, non. Chez eux, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que dès le départ, ça a été configuré très profondément dans leur identité psychologique. C'est ça. Parce que ici, une étude de Young en 2003, qu'on avait déjà citée, me semble-t-il, dans d'autres entrevues, il faut vraiment travailler avec les évitants sur le schéma qui consiste à croire qu'en fait, toutes les contraintes, c'est un problème pour eux. Tout à fait. Là, on est dans le recadrage des croyances. C'est ça. Et vas-y. Oui, c'est ça. Donc en fait, pour eux, ces contraintes sont souvent liées à une peur de l'emprisonnement. Donc ce que tu disais au début, la peur de perdre sa liberté et son indépendance. Donc lié à des croyances. C'est ça. Qu'ils doivent mettre en conscience. Et est-ce que globalement c'est faisable? C'est-à-dire que quand il y a une motivation de leur part, tu y arrives? Oui. Vraiment, il y a des gens qui sont en demande. C'est ça. Mais bon, je le dis, je vais le répéter ici, les personnes qui sont en demande, c'est pas parce qu'elles sont en demande que le changement va se faire du jour au lendemain. C'est ça. Donc, d'abord, il y a des choses qui sont profondément ancrées, vraiment dans l'identité. Et deuxièmement, le changement, ça prend du temps. C'est pour ça que moi, je suis très contre tous ces idées comme quoi, en deux temps, trois mouvements, ça va. Donc, que le partenaire doit être aussi dans une sorte de positionnement où il accepte que les choses prennent du temps. S'il aime réellement, je veux dire, son partenaire et qu'il voit que le partenaire fait un effort, on est vraiment dans la politique de l'effort aussi. On mesure l'effort, on ne mesure pas un résultat. Si, par exemple, le partenaire vraiment fait l'effort déjà d'avoir une routine journalière où il envoie un message à sa partenaire ou son partenaire en disant « Comment ça va aujourd'hui? Sache que tu me manques, ou je t'aime, ou que sais-je », et que pour toi, c'est quelque chose de banal, mais pour que lui, il fait quelque chose qui est... Pour lui, c'est déjà une montagne. Waouh! C'est ça. Et il va le refaire, et donc à un moment donné, c'est aussi entendre. Parce qu'en fait, ce que je veux dire ici, c'est important, c'est-à-dire que eux, comme ils sont dans une logique de vulnérabilité, ça c'est important. De refus de vulnérabilité, tu veux dire. De refus de vulnérabilité, tout à fait. De refus de vulnérabilité, c'est que le jour où ils font un effort, justement, de se mettre à nu, entre guillemets, si derrière, c'est un peu compliqué, il y a une réaction qui n'est pas à la hauteur de ce qu'ils s'attendent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, tiens, bon, je vais... C'est ça. je vais faire un pas de côté. C'est ça. Mais en fait, donc, ce que tu veux dire, c'est que globalement, les partenaires, en fait, s'ils voient une forme de motivation de la part de l'évitant de vouloir travailler sur ces schémas, le fait de tolérer ces comportements devient beaucoup plus simple. Le problème, c'est que la plupart du temps, en tout cas de ce que moi j'ai pu lire dans la littérature, c'est très rare aussi que les évitants aiment faire ce travail, parce que ça a l'air très lourd pour eux, c'est très compliqué pour eux. C'est-à-dire que le moindre petit pas est vraiment perçu comme le fait d'escalader quelque chose de très difficile. Est-ce que c'est ce que tu peux aussi voir dans les schémas en thérapie? Tout à fait, il y a ça. Et je vais répéter aussi une chose que j'ai déjà dit par ailleurs, quand ils sont vraiment... En fait, il y a une dynamique, quand ils sont vraiment avec un style d'attachement anxieux, je parle ici, qui est un peu vicieuse, c'est que l'anxieux, lui, il est dans une recherche très inconsciente de tout élément qui pourrait lui faire penser qu'il est mis à l'écart. Et ça peut amener une surréaction émotionnelle. En disant, ouais, mais pourquoi tu réagis?
Sauf que chez l'évitant, ça va encore davantage de creuser dans son Ça va l'activer encore comportement. plus. Ouais, c'est ça, dans son comportement de mise à l'écart. Donc, il y a un travail à faire qu'il y a un travail où il est vraiment important de mettre en conscience que le changement, c'est quelque chose qui s'opère progressivement, petit à petit, où la personne, c'est pas parce que j'ai fait un effort aujourd'hui que demain, forcément, tout va aller mieux. En fait, il faut accepter que cette personne vient de loin si il conscientise déjà le fait de dire « Ok, je suis dysfonctionnel. Et il faut que J'entends que je dois répondre à tes besoins, que je dois faire un travail sur moi. » Le partenaire doit entendre aussi de son côté que c'est pas parce qu'il a dit ça que du jour au lendemain, tout va changer. Tout à fait. Et donc, il y a un travail à faire des deux côtés. Vraiment, c'est hyper intéressant de l'entendre ici, c'est de faire des deux côtés, de l'entendre aussi que du côté du partenaire, il va y avoir des petits mouvements de balancier, une fois on est bien, une fois on n'est pas bien, mais le principal, c'est qu'en termes de curseur, et ça c'est important pour les personnes qui travaillent sur ça, on enregistre qu'il y a vraiment des efforts qui sont fournis de la part du partenaire. C'est ça. Pour aller vers un mieux. Est-ce que ici, tu conseillerais aux partenaires d'évitants qui sont avec des évitants qui refusent toute forme de travail sur eux, tu penses qu'il serait nécessaire pour eux de ne pas accepter cela, c'est-à-dire que vraiment mettre des limites très claires, et si ces limites ne sont pas respectées, quitter ce genre de relation avec un évitant qui ne fait pas le travail sur lui? Alors, c'est une très bonne question que tu poses. Franchement, c'est une bonne question. C'est une question auquel j'ai déjà répondu à plusieurs reprises, mais je veux le répéter ici, parce que c'est une question centrale. Moi, souvent, quand le partenaire vient et me parle de l'évitant, je dis, c'est vous qui êtes en face de moi et je veux parler de vous et pas de votre partenaire. C'est ça. J'ai pas de prise sur le partenaire, j'ai une prise sur la personne qui est en face de moi et qui vient me parler. Donc, effectivement, si le partenaire sait que, avec ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de quelque chose qui ne va pas, qu'il met la manière dans la façon dont il parle, qu'il déclare clairement qu'il a des besoins qui doivent être nourris, et il attend du partenaire qu'il y ait une sorte de réciprocité, et que s'il met tout ça en place, qu'à un moment donné, il entend, dans ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'en termes de mesures, il n'y a rien qui se fait, il y a vraiment de sérieuses questions, de sérieuses questions à se poser par rapport à où peut l'amener ce type de relation, parce que ça ne peut pas être bénéfique. Cependant, c'est une vidéo que j'ai faite récemment où j'essaie de faire comprendre aussi aux personnes qui sont dans les liens d'attachement avec les évitants, que parfois il y a quelque chose d'autre qui se joue aussi dans ce type de relation qui fait que c'est difficile de s'en sortir. C'est que derrière juste la relation, il y a aussi des choses qui sont en train d'être revécues dans ce type de relation que le partenaire vit avec l'évitant, qui sont des situations qu'ils ont vécues dans l'enfance, des difficultés relationnelles avec les parents qui sont en train de revivre, etc., etc. Et ça, c'est important. Pourquoi j'ai mis cette vidéo en place? C'est pour dire, c'est important de mettre une distance critique par rapport à ce qu'il vit. Et de se poser la question, tiens, parce que souvent, en fait, Mali, on pense que c'est facile de quitter un partenaire. C'est pas facile de quitter un partenaire. C'est vraiment très compliqué. Pourquoi? Parce que, et je le dis vraiment, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est pas juste l'aspect conscient qui est en jeu ici, c'est l'aspect inconscient qui est en jeu. Et on sait que l'aspect inconscient gère davantage plus le fonctionnement humain que l'aspect conscient. C'est ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Et pour vouloir quitter un partenaire qui est toxique, entre guillemets, il faut de l'aide extérieure. Il faut un environnement qui puisse t'aider. Il faut pouvoir des personnes qui puissent te dire, OK, si à un moment donné tu te retrouves seul, eh ben, je peux t'accueillir, on peut discuter, tu peux trouver une réponse à tes besoins en dehors de ce cadre dans lequel tu t'es inscrit. Et pouvoir aussi faire une sorte de coupure avec des liens de souffrance qu'on a vécu dans l'enfance, etc., etc. Ça, on travaille beaucoup, ça, par exemple. Une fois que moi, par exemple, j'identifie des liens de souffrance que la personne peut avoir, par exemple, par rapport à un passé, je la conscientise par rapport à ça. Généralement, la personne le sait. Et puis derrière, il y a vraiment des protocoles pour couper les liens de souffrance. Pourquoi? Parce que je ne suis pas obligé de réparer une relation qui s'est mal passée avec mon père ou avec ma mère, avec quelqu'un qui est peu disponible. Écoute, oui, je sais que tu es, on va dire, d'une manière active en train de rechercher, avec tous les outils que tu maîtrises d'ailleurs,
des protocoles pour pouvoir conscientiser l'évitant de son évitement. Je sais que c'est vraiment c'est un gros enjeu. Hein. C'est un gros enjeu et je sais que tu mets en tout cas beaucoup de temps à mettre en place des protocoles pour arriver à cela et je sais que tu avances très bien sur le sujet. En tout cas, j'espère que tu y arriveras parce que c'est vraiment une question qui est au cœur du problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui, à l'heure actuelle, malgré toute la littérature qui existe sur le sujet, on n'a pas vraiment un protocole standard qui a l'air de fonctionner d'une manière universelle. Et donc, c'est au cas par cas, ça dépend de la sévérité de l'évitement, ça dépend du niveau de conscience, des autres couches de la personnalité. Clairement, ouais. Et je sais que tu es très bon pour déterminer toutes ces couches avec les autres outils que tu utilises. Ça sert de mettre force, de faire des liens. En tout cas, j'espère que tu y arriveras. Et je te remercie pour cette entrevue sur la gestion du temps. Merci, Mali. Merci à toi. Merci.